Voilà, je vais vous laisser avec le très, très, très grand compositeur de génie. Il a fait tous les films de Damien Chazelle. Il fait des concerts absolument sublimes. On en a vécu un moment absolument incroyable hier soir. Je vous prie d'accueillir, comme il se doit, Justin Hurwitz. Celui-ci revient à moi, non? Oui, c'est bon. So I'll be slightly behind so we can whisper back. I'm very jet lagged, so I've got a Coke with me. Bonjour, ravi d'être là avec Justin. Le show hier était magnifique pour avoir vu plusieurs fois ce film. C'est comme si on le redécouvrait une nouvelle fois. Donc voilà, bravo et merci pour ce spectacle. Et pour tout ce parcours, on va donc explorer ce parcours. Qu'est-ce qui a amené à créer ces belles musiques aussi fortement en alchimie avec les films de Damien Chazelle? Pour commencer, une belle alchimie, c'est une belle collaboration, une rencontre. Et beaucoup de compositeurs cherchent la rencontre pour commencer dans ce métier. Justin a rencontré son collaborateur, Damien Chazelle, à ses 18 ans. Ils étaient sur les mêmes bancs de l'université. Et j'ai lu, Justin, que Damien et vous étiez dans un groupe de rock. Vous aviez fondé Chester French. Première question, c'est donc Damien Chazelle était-il aussi un musicien? Racontez ce début dans ce groupe avec Damien Chazelle à l'université. Et Damien Chazelle était donc musicien également? Yeah, we met the first week of freshman year, which is the first year of college. I wanted to start a band, so I was just going around asking everybody, do you play an instrument or do you know anybody who plays an instrument? And I got a tip that there was this incredible drummer, somebody named Damien, who had won all these jazz drumming competitions in high school. So I got his number and I just called him and he picked up, and very glad he picked up, because if he hadn't picked up, I don't know what would have happened. Maybe I never would have called again, but he picked up and we decided to play, and we invited a few of our classmates, and we started a band, 5 people, and we took it really seriously for about a year and a half. And then second year of college, Damien and I, we became roommates, so we started living together. And we quit the band around the same time and started focusing on movies, which he had always wanted to make movies, and I'd been thinking for a while about film music. But we just decided the band was taking too much time, and we were all fighting. Everybody in the band was fighting with each other. So we quit the band, and we just started focusing on movies. Et oui, on s'est rencontrés dès la première semaine de la première année d'université. Et en fait, je suis arrivée en ayant déjà l'intention de démarrer, d'avoir un groupe en fait. Donc, je suis allée et j'ai demandé autour de moi si quelqu'un connaissait des personnes qui jouaient de la musique, qui en fait étaient des musiciens. Et en fait, on m'a parlé de ce batteur incroyable qui apparemment avait gagné des prix quand il était au lycée, un batteur de jazz. On m'a donné son numéro. Et en fait, c'est comme ça que ça s'est passé. Je l'ai appelé et heureusement, il a décroché. Parce que je ne sais pas ce qui se serait passé s'il n'avait pas décroché. Pas sûr que j'ai réessayé d'appeler. En tout cas, il a rappelé, il a décroché, et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. On a décidé de faire un groupe ensemble, on a cherché d'autres membres, et on est devenu un groupe de 5 personnes avec lesquelles on a travaillé de manière assez sérieuse et assidue pendant un an et demi. Donc c'était un groupe qui a vraiment pris ce temps-là, et puis au moment de la 2e année d'université, on a emménagé ensemble, on est devenus colocataires, enfin on a partagé un dortoir, et on s'est rendu compte qu'on avait peut-être plus envie de se concentrer sur la musique de film et sur le film. Damien avait toujours eu l'intention de faire des films. Et puis en plus, comme les membres du groupe étaient en train de se battre les uns avec les autres, qu'il y avait des embrouilles, on a fini par quitter le groupe et se concentrer sur la musique et faire de la musique de film aussi. Et donc votre rencontre, on vient de l'entendre, s'est faite sur la musique, mais est-ce qu'il y a eu aussi le cinéma qui a pris une grande part? Est-ce que par exemple les goûts cinématographiques de Damien Chazelle a pu aussi contribuer à votre propre cinéphilie? Yeah, Damien introduced me to many movies that second year of college when we started living together and started talking about movies much more. He's the one that introduced me to the Jacques Demy, Michel Legrand musicals, which are clearly a huge, huge influence on La La Land and the first movie we ever made, a very small movie that most people don't know, called Guy and Madeline on a Park Bench. In fact, the names of the 2 characters in that movie, Guy and Madeline, are
two of the characters from the Umbrellas of Cherbourg. So that was Damien's little Easter egg, little wink to that movie. But yeah, those musicals, Umbrellas of Cherbourg, Young Girls of Rochefort, The 400 Blows, Jules and Jim, Contempt, which was Mépris, I think. Yeah, all of those great Godard movies, all of those movies Damien introduced me to. And yeah, we talked about, I mean, I already knew the Disney musicals like Little Mermaid and Beauty and the Beast, but we talked a lot about those and really bonded over those as well. So yeah, it was, I would say the second year of college was really like almost an education in a lot of types of movies and especially musicals that I had never known. Oui, Damien m'a vraiment présenté et fait vraiment rencontrer plein de films, notamment c'est grâce à lui que j'ai découvert le cinéma de Jacques Demy et sa collaboration avec Michel Legrand, dont vous imaginez bien l'influence considérable sur mon travail, comme vous pouvez l'imaginer dans La La Land, mais même dans notre tout premier film, notre toute première collaboration, qui était un film assez peu connu finalement, qui s'appelle Guy and Madeline on a Park Bench. Dont même les noms des personnages sont en fait des références à des personnages des Parapluies de Cherbourg. Donc voilà, tous ces films, les Parapluies de Cherbourg, Les Demoiselles de Rochefort, Les 500 coups, Jules et Jim, Le Mépris, tous ces films incroyables de Godard, ça a été vraiment une grosse partie des films que Damien m'a fait découvrir. Et on a énormément parlé aussi de toute l'influence de la musique dans ces films. Et puis, bien sûr, je connaissais les films musicaux de Disney, que ce soit La Belle et la Bête ou La Petite Sirène, et c'était des films sur lesquels on avait déjà fait du lien, on avait déjà quelque chose à se dire, à échanger. Et puis en fait, c'est vraiment pendant cette deuxième année finalement que j'ai reçu une éducation au cinéma et spécifiquement des films musicaux et des films que Damien m'a vraiment fait découvrir. Et 5 longs métrages ensemble de Guy and Madeline Park Bench et Babylone sortis l'année dernière. Et puis donc on a vu La La Land hier et Whiplash et First Man dans le désordre. Quand justement il y a eu cette rencontre si jeune où on partage avec le réalisateur un même goût musical, un même goût cinématographique, est-ce que la collaboration est plus simple? Est-ce que finalement, parce que parfois on parle d'élaborer, de trouver un langage commun avec le réalisateur, finalement le langage commun il était déjà là d'emblée. Est-ce que le réalisateur vous donne des intentions, vous oriente, ou alors il y a une évidence qui fait qu'il y a comme une carte blanche pour vous? Yeah, definitely bonding over certain movies helped build our relationship, but I think also just the fact that Damien's a musician is so helpful because you hear all these horror stories from composers about trying to deal with directors who have no idea how to speak about music, and it sounds terrible. And that's one of the reasons I haven't worked with any other directors yet. I'm very spoiled, the fact that Damien is a musician, that he's such a great musical vocabulary, can talk about it and direct it, and yeah, it really, really helps. And yeah, just we have so much history going back to the band, actually making music together, that when it comes time to figure out the music for one of his movies, we have so much familiarity and a lot of history and a whole vocabulary. We've developed a vocabulary just for our own work together. So we'll use one word, and if we might use the word noodly, he might say that melody's noodly, and I know exactly what that means. Or if I might say, here's an idea, it might be a little cheesy, and I know exactly what that word means. I know exactly what harmony is contributing to it being cheesy, if that's the problem. So we have such a long history of talking about music and the music we make together that it's very efficient. We have this sort of shorthand. Alors oui, évidemment, c'est sûr qu'avoir développé une relation ensemble autour des films qu'on aimait, ça nous a beaucoup aidé, mais je pense que la raison principale qui rend cette relation et cette collaboration si précieuse, c'est le fait que Damien soit lui-même un musicien. Et c'est sûr que là, il y a vraiment quelque chose de très précieux. C'est beaucoup plus simple de travailler avec quelqu'un qui sait parler de musique, avec lequel je peux parler de musique, et j'ai entendu tellement d'histoires affreuses de réalisateurs ou de réalisatrices qui n'ont aucune idée de comment vraiment parler et expliquer
créer ou même donner des directions et des intentions pour un compositeur. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles je n'ai toujours pas choisi de collaborer avec d'autres personnes. Je me sens tellement gâtée avec cette relation et je me sens tellement aussi dans cette familiarité, que ce soit dans nos antériorités musicales, dans le groupe dans lequel on a été, ou dans simplement les expériences qui ont jalonné notre relation, que ça a permis effectivement de développer un vocabulaire en commun, un vocabulaire qui nous est propre et qui fait que ça facilite énormément notre travail. Et quand je sais qu'une expression peut être utilisée comme noodly, alors là c'est vraiment genre avoir l'air un peu nouille. Dans le cas français, ce serait pas tout à fait le même mot, mais bon, on va dire que c'est ça. Cheesy, que vous imaginez peut-être un peu ringard ou romantique, moi je ne sais pas si c'est la définition qui est utilisée, mais en tout cas eux savent très bien ce que ça représente et ça permet de repérer immédiatement l'enjeu, l'harmonie, ce qui est en cause. Et effectivement, ça contribue énormément à faciliter et à créer des raccourcis comme ça dans la collaboration. As you were saying noodly and cheesy, I was just thinking about all these other terms we have. We went to school, we went to college with somebody who wrote songs, and all of his melodies resolved in a very obvious way. And I'm not going to say his name, but we use his name as an adjective to basically describe when a melody resolves way too obviously. We say, oh, that's a so-and-so melody. So that's on the meaner side of our vocabulary, but we just have, so much history with this stuff. Par exemple, voilà, effectivement, en nommant quelques-uns de ces termes, je me suis souvenu que quand on avait été en fac ensemble, on avait étudié avec un enseignant ou une enseignante, je tairai son nom, qui avait vraiment une manière de composer avec une espèce de résolution, une manière de dérouler ses chansons qui était assez évidente et assez systématique. Et donc, son nom est devenu un adjectif entre nous pour parler plus facilement de quand quelque chose est un peu trop prévisible. Effectivement, ça peut être un petit peu moins sympa, un peu plus mesquin, mais en tout cas, ça montre bien qu'il y a un vocabulaire qu'on partage. Alors, une grande question dans la musique de film, c'est à quel moment le compositeur intervient sur un projet. Alors, cette amitié, et puis évidemment le fait aussi que la musique soit jouée à l'image, appartienne au personnage. Vous intervenez donc très tôt, même dès le scénario. Ma question, c'est que la musique au service des personnages est à la fois une musique donc jouée pour le tournage, mais aussi une musique qui est un peu le reflet de leur intériorité, de leurs émotions. Est-ce que les deux musiques sont anticipées dès le scénario? Est-ce que vous proposez les deux musiques en amont? Well, it depends on if it's a music movie or not. If it's a musical or a music movie like Whiplash, you have to create all that music before the movie can be shot. So if people are singing, like in La La Land, you have to write those songs, record those songs, or at least record demos of them so that people can sing those or lip sync to those on set. Same if it's a music-driven movie like Whiplash or Babylon where people are performing. You have to have that music figured out before. When it comes to just a more traditional movie like First Man, doesn't have any performances in it, but we still like to figure out the music early. It gives me time to find, what I think are good enough ideas. I don't want to be caught in post-production with a couple of months left. That's usually how it's done. That's kind of like the traditional way of scoring a film is 10 weeks or 12 weeks before the movie's completely finished. The composer comes in, watches a cut of the movie, either a finished cut or almost finished, and has to very quickly slap a score on. And there are definitely cases where composers have come in with that time or even less. There are these legends about, so-and-so replaced so-and-so and came in and had 3 weeks left and made a brilliant score, and I can think of a few examples, but that's awfully hard to do and is, I think, pretty rare. So I also think I'm slower than most when it comes to how I deliberate and how I just go through ideas and throw out ideas. So yeah, I need a lot of time, so we start early. Even if it's not a music movie, we start really early, and I work through themes. I find the themes, start working through instrumentation ideas, share them with Damien. We go back and forth, and then he makes it a part of his his pre-production process, and he'll storyboard to my demos. He'll make hand drawn. He'll do pencil and paper frame. Storyboards, like frame by frame, and then he'll cut them. You call it an animatic, where you cut these drawings to the music, almost like a very primitive animation. So he'll be thinking of certain scenes that way, and so I'm developing music, he's developing the movie, and
and it both, it gives us time to really develop what we're doing and have them sort of be created in sync with each other. So hopefully when the movie comes out, they just feel like they're meant to be. Alors oui, effectivement, on a cette collaboration-là, mais ça dépend aussi de si le film est un film sur la musique ou si le film est un musical, un film musical. Et donc c'est vrai que là, si c'est un film sur la musique, comme Whiplash que vous allez voir ce soir, la musique doit en fait être écrite en amont parce que la musique doit être performée, il faut qu'elle soit prête au moment du tournage, donc évidemment que la musique va être le prolongement de l'écriture, tandis qu'un film musical, on a d'autres processus, alors évidemment il faut aussi anticiper, mais la différence c'est qu'il faut au minimum avoir écrit les paroles, les chansons, enregistrer une démo, quelque chose qui permette aux interprètes de pouvoir, si ce n'est pas chanter, au moins faire du lip-sync, donc c'est-à-dire mimer le chant à l'image. Et c'est sûr que ça joue un peu sur la temporalité. Dans un film plus traditionnel comme First Man, vous avez la différence que la musique n'est pas le fil conducteur. Donc ça peut quand même être intéressant, et ça l'est pour moi, de commencer en amont, et ça me donne plus de temps justement pour trouver les bonnes idées et réussir à trouver ce qui va faire sens par rapport au film. À l'inverse, c'est vrai que de manière assez ordinaire ou plus commune, on a tendance à ajouter la composition une fois que le film a déjà été tourné. On a parfois 10-12 semaines avant la fin complète, et donc on a comme ça compositeurs ou compositrices qui vont voir une première version, une première coupe du film, parfois juste pour plaquer une bande son dessus, alors que c'est vrai que nous on n'a pas tellement ce fonctionnement-là, même si évidemment il existe des histoires un peu, des mythes de légendes qui remplacent au pied levé un autre compositeur et qui en 3 semaines développe des bandes son incroyables. Moi je pense que ce n'est pas du tout mon cas, et entre autres parce que je pense que je suis quelqu'un de plus lent que d'autres, pour justement apprendre et trouver, délibérer mes idées, dérouler mes idées, trouver aussi les thématiques. Et c'est quelque chose qu'on commence très tôt en fait, c'est-à-dire dès le début, dès l'idée principale du film. Moi, je vais pouvoir rentrer en écriture avec ces thèmes, avec identifier les instrumentations, la manière dont les choses vont pouvoir venir se répondre avec le scénario. Et c'est quelque chose avec lequel on échange constamment avec Damien. Et c'est cette préparation que lui fait aussi de son côté qui va répondre à la musique, puisque de son côté, il se met à créer un storyboard, à créer des dessins, à faire une première forme d'animation assez sommaire qui va littéralement suivre le mouvement aussi musical. Donc on a cette manière-là de développer ensemble qui, on l'espère en tout cas, permettent vraiment de voir que la musique et le film sont vraiment faits pour se rencontrer et sont en synchronicité comme ça. On voit que c'est un travail de précision et le travail sur les acteurs et les actrices pour parler de cette musique faite pour le tournage. Est-ce que Justin, vous, les acteurs, le casting influence votre musique? Par exemple, Ryan Gosling, le thème, il le joue au piano. Est-ce que vous vous êtes mis à sa place? Bon, il est pianiste aussi par ailleurs, ça aide. Emma Stone, sa voix, est-ce que sa voix a influencé votre musique? Well, at the time that we were writing the songs for La La Land, it actually hadn't been cast yet. In fact, there was a different cast, 2 other actors who were attached to the movie who changed. So no, I wouldn't say I was writing to those actors. I was writing to the characters. I was writing for Mia and Sebastian more than I was writing for Emma Stone and Ryan Gosling. And that's really what the job is. It's looking at the story, it's looking at the screenplay and those characters and thinking about what those characters would sing. Damien and I had some pretty strong preferences for style of voice, type of singing, but I would say Ryan and Emma fell into those styles. You know, they were cast for a reason. I mean, not just because they're 2 of the best actors in the world, but they also sing in a way I can think of other people who sing in a very different way and wouldn't have probably been how we wanted the songs to be sung. So that was a choice. That was definitely something that was in Damien's mind and in everybody's minds as Ryan and Emma were being, courted for the movie. Just, I think everybody knew that they would have that very naturalistic style of singing, that very grounded style of singing, which, by the way, again, goes back to a lot of French New Wave stuff. There was, I'm trying to think, Pere Le Fou, is that what I'm thinking of? Yeah, there's this great song that's just sort of almost like it's a slice of life scene and they break into a song. And yeah, those kinds of real
naturalistic ways of singing that we've always loved. And there's another one in a Godard movie that I forget. But anyway, that style of singing we've always loved, and we just, Emma has that kind of voice, and Ryan approach. They don't have those like Broadway style voices, those really strong belting, heavy vibrato voices. So we knew that going in. In terms of once they came aboard, you had to sort of tweak things here and there. It's not really like rewriting the songs. It was more changing the key. I mean, that's kind of a sort of a mundane sort of thing, but it matters, changing the key to put it in the right key for them. And that you get little there are these curveballs that come from that, like especially with the duets, where there's one key that's perfect for Emma and there's a completely different key that's perfect for Ryan. I remember when we were shooting City of Stars in rehearsal, we'd rehearse it with them, and there was one key that was better for each of them, and we couldn't agree. And it got to, we were on set, and it was the day of shooting City of Stars, the duet version, and there was still no agreement on what key. So we were like upstairs, like in the dressing rooms on a little keyboard, like literally minutes before we went to the set to shoot, still negotiating what key it was going to be in. And I was going to be playing piano with them, so I was nervous. Like I had to, make sure I knew to play it in whatever key they were going to decide they needed to play it, that they wanted to sing it in. Things like that came up. And I know with lyrics, I would say they had more of an impact on asking for lyrics to be changed. I know when they signed on, A Lovely Night had a completely different lyric. It was a lot meaner, like they were really insulting each other a lot more, and they just had really good instincts, because this is what actors do when it comes to the script sometimes, when it comes to songs sometimes, is they are, becoming those characters and learning those characters, so sometimes they say, like, this doesn't feel right, this doesn't feel like me or the character, whatever. So they had an instinct about that, and then Pasek and Paul, Benj Pasek and Justin Paul, who wrote the lyrics for La La Land, went back to the drawing board and recalibrated those lyrics to be. I think what Ryan and Emma said is the way they said, like, but we love each other. I mean, they didn't love each other at that point in the story, but they did kind of, like, it was sort of repressed, I guess, with those characters, but they knew that about themselves and about that tension and that romantic tension. So that was an example where they really asked for something to be changed. Couple of notes here and there in the melody. There was also A Lovely Night. Ryan didn't want to sing my melody at the very, very beginning, so we got into a little thing over that. And till the very, very last minute, I remember he was doing ADR, which is the very, very last stage of the movie. It's where you come in, the movie's mixed or being mixed, and you come in and you replace some. It's mostly for dialogue. In fact, it's all for dialogue. He comes in and records some new lines of dialogue and things like that. And I came to the ADR session thinking this is my last chance to get him to sing the melody that I wanted him to sing. So I was begging him at this to finally just please sing. And we ended up again in a compromise where one of the lines he sang it the way he wanted, one of the other line he finally gave in and sang it the way I wanted. So few examples like that where things are changing for them. Attention, c'est prêt, je vais parler longtemps. Alors. Okay. My answer's too long. Okay. If you see me pale and sweaty, that's too long. Alors, donc, on en était. Alors, non, je n'écris pas de la musique pour le casting. En l'occurrence, pour La La Land, d'ailleurs, pendant longtemps, le film a été pensé avec 2 autres acteurs qui étaient attachés au projet, qui étaient donc des acteurs qui n'ont finalement pas tourné la version finale. Et effectivement, moi, j'ai pas l'impression d'écrire avec un casting en tête, j'ai plutôt l'impression d'écrire avec des personnages en tête. Et donc, je n'écrivais pas pour Ryan Gosling et Emma Stone, j'écrivais pour Mia et Sébastien. Et c'est vrai que c'est comme ça que moi, ma musique me vient, et aussi en réponse, évidemment, et au déroulé, que ce soit du point de vue du scénario, de l'histoire et dans son développement là.
Après, c'est sûr que travailler avec Damien, ça permet aussi de savoir et d'avoir un peu anticipé ses choix, ses préférences, d'avoir justement pour lui des caractéristiques spécifiques dans les styles de voix, les styles musicaux ou de chant qu'il apprécie particulièrement. Et ça tombait bien, hein, puisque quelqu'un comme Ryan Gosling ou Emma Stone évidemment, ce sont parmi les meilleurs acteurs et actrices aujourd'hui que vous pouvez rencontrer, mais ça fait aussi partie de ces personnes dont le type de chant, la tonalité, la voix qui peut être aussi comme ça très naturelle, beaucoup plus ancrée, qui n'a pas cette qualité très musicale, broadwayesque, vibrato, et quelque chose qui pourrait être assez éloigné finalement de ce que Damien préfère. Ça tombait bien et ça fait aussi écho à ce cinéma qu'on apprécie notamment l'influence très forte de la nouvelle vague française. Et entre autres, par exemple, Pierrot le Fou, et ce côté comme ça, aller-retour entre un dialogue, un son presque direct, et puis des moments chantés. Après, c'est sûr qu'il y a des choses qui se changent, qui se modifient au contact des acteurs, mais c'est beaucoup plus quelque chose qui va être des petits changements, quelque chose qui va être de l'ordre de trouver la bonne tonalité, la bonne hauteur, dans quelle tonalité est-ce que chacun ou chacune va trouver vraiment son meilleur, comment on appelle ça, son range, enfin en tout cas l'endroit où chacun des acteurs se sent le mieux. Et là on avait un enjeu, puisque évidemment ce serait trop facile qu'elles aient tous les deux la même tonalité, non. Donc Emma avait quelque chose qui lui convenait, Ryan avait quelque chose d'autre qui lui convenait, et pour le duo de City of Stars, nous étions arrivés à la veille du tournage, et malgré toutes les préparations, on n'a pas réussi à trouver un compromis qui nous permettait de trouver une tonalité commune pour les deux, et qui mettait en valeur leurs deux voix. Donc on s'est retrouvés vraiment dans les loges, à quelques minutes encore avant de commencer à tourner, avec un tout petit clavier, en train d'essayer de négocier la tonalité idéale. Et moi j'étais extrêmement nerveux, parce que c'est moi qui jouais le piano pour que puisse se caler aussi dessus, donc il fallait que je trouve la tonalité pour que les deux fonctionnent. Donc c'est ce genre de compromis-là qui se sont joués pour nous. Après, les endroits où les acteurs ou le casting peut-être a vraiment plus d'impact, ce sont les paroles, où là on a plus de modifications, de changements, des choses qui peuvent venir en fait du fait que les acteurs et les actrices se mettent à être dans leur personnage, à comprendre leur personnalité, comprendre le déroulé des histoires. Et donc typiquement pour la chanson Lovely Night par exemple, il y a eu beaucoup plus de modifications, de propositions et d'intuitions qui venaient de ces acteurs, parce qu'au début la première bouture était vraiment beaucoup plus désagréable, il y avait plus insultante, il y avait quelque chose de l'ordre de quelque chose qui était beaucoup plus mordant. Et c'est vrai que là, ça a été des intuitions qui venaient de la part d'Emma et Ryan, qui ont permis aux paroliers, donc Pascal et Paul, de revenir, recalibrer, réajuster et reproposer aussi des choses, notamment parce que même si à ce moment-là du film, les deux personnages n'étaient pas officiellement amoureux, en fait, la tension romantique et l'amour réciproque, même réprimé, se sentaient déjà. Donc c'est vrai que ce sont ces intuitions-là qui arrivent. Après, il y a toujours des moments un peu plus difficiles, comme le fait que, par exemple, pour cette chanson, d'ailleurs, Ryan n'a jamais voulu chanter la mélodie que moi j'avais écrite. Donc on s'est retrouvés jusqu'à la dernière minute en fin de remixage, au moment où je me suis dit c'est ma dernière chance de lui proposer de faire ce réajustement, à le supplier de le faire, et il a finalement choisi d'en chanter une phrase sur deux, comme je l'aurais voulu, mais voilà, c'était ce genre de compromis qu'on a réussi à trouver. Et vos musiques, Justine, sont belles parce qu'elles ont aussi des mélodies que l'on retient. Ce travail de mélodie, d'ailleurs, qui se fait de plus en plus rare, je trouve, dans le cinéma, notamment américain aujourd'hui. Ce travail de mélodie, comment il vient? Est-ce que vous avez tout de suite un thème qui est retenu, ou alors vous en proposez plusieurs à Damien qui les choisit? Est-ce que vous faites un premier thème et c'est celui-ci qui est choisi, ou alors vous en faites plusieurs et c'est Damien qui choisit finalement? Yeah, we're both obsessed with melody in a way that it's kind of out of fashion, out of style in movies, at least for underscores these days. I mean, there are some movies that have really tuneful scores, but most don't. It's just sort of not, the modern way to score most movies. But we love themes, we love melodies, and even outside of musicals and songs where those are more likely to have melodies, even when it comes to instrumental score. And yeah, it takes a very long time to find the right melodies. So
It's by far the worst part of the process for me, is sitting at the piano just searching for melodies. I'd much rather score the scenes later once I know what the melodies are. I'd much rather orchestrate or conduct the recording sessions or mix or anything else. I'd rather do anything else other than search for those melodies, because that's very, very frustrating to sit there and search and never know when the right idea is going to come. And yeah, I come up with a lot of melodies. I can come up with good melodies pretty easily, but it's like to find the really, really great ones. That is what is very, very difficult. So yeah, I will make a lot of recordings on my phone or just little piano demos and sleep on them, listen to them the next day, decide. One rule of thumb I find is if I can remember it the next day without having to go back and listen to the voice note, then that's a sign that it might be okay. If I have to go back and reference the voice note to remember what the idea was from yesterday, if I can't even remember my own melody from yesterday, how's anybody gonna remember it 10 years later? Because that's the goal, is to come up with themes that people will remember long after they've seen the movie. So I search and throw a lot out myself, and then when I have some that I like, I send them to Damien, and he sorts through them and helps me find the ones that are better than others. And he's that's one of the reasons why I love this partnership, is because he really helps steer me into my best ideas and my best work. And I think it's so important to have editors, to have I don't mean literally. I mean, films need editors too, but I just mean in like the more general sense, like people to help edit your ideas, your thoughts, your just, I think everybody has more bad ideas than they have good ideas, or fewer great ideas. Those like really special ideas are definitely rare. They're rare, I think, for anybody really. So to have somebody sort of help, help you find those, I think everybody needs that. And I definitely rely on Damien a lot for that. Oui, c'est vrai que, comme tu le disais, les mélodies, c'est quelque chose qui est de plus en plus démodé, même si nous, on est deux personnes complètement obsédées par ça et on adore ça, que ce soit dans les films ou dans la musique d'ailleurs, en dehors de la musique de film. C'est vrai que là, la version la plus contemporaine, ça a tendance à un peu négliger, ou en tout cas pas forcément. Parfois, ça se trouve dedans, mais c'est vrai que l'orchestration, elle a tendance à être moins mélodique. C'est effectivement aussi l'une des phases les plus longues et les plus difficiles. Pour moi, c'est clairement la phase la plus difficile, la pire phase de toute la création, la composition. Je préférerais 100 fois être déjà en train d'enregistrer toute la partie instrumentale, de faire l'orchestration, de faire en fait n'importe quoi plutôt que ces heures passées assis à mon piano à essayer de chercher la mélodie. Et donc globalement, je peux réussir à imaginer plusieurs bonnes mélodies assez facilement, mais vraiment il faut trouver la bonne mélodie, celle dont on va se souvenir. Et donc, je les enregistre sur mon téléphone, je fais des petites démos. En général, j'essaye de voir si le lendemain matin, je m'en souviens encore. Et si je m'en souviens pas, c'est déjà mauvais signe. Si je m'en souviens, c'est très bon signe. Parce que si moi, je m'en souviens pas le lendemain du jour où je l'ai imaginé, j'imagine pas vraiment qu'une autre personne s'en souvienne 10 ans après avoir vu un film. Donc c'est vrai qu'une fois que j'ai ça, j'envoie à Damien qui, lui, va réussir à trier et réussir à repérer aussi les bonnes idées au milieu de mes idées. Et je pense que c'est aussi l'une des raisons de cette relation et de cette collaboration qui est aussi précieuse. Parce qu'on a tous et toutes besoin de personnes qui sont un peu nos curateurs, pas juste nos monteurs, mais vraiment nos curateurs qui arrivent à pousser, à identifier nos bonnes idées, nos bonnes intuitions, parce que je pense qu'on a tous plus de mauvaises idées que de bonnes idées. Et heureusement, quelqu'un comme Damien, c'est quelqu'un qui peut vraiment soutenir mon processus. Et au-delà de ce travail de mélodie, votre musique est tellement foisonnante, c'est-à-dire qu'il y a la variation de la mélodie, le même thème est dans une version joyeuse et dans une version triste. Donc il y a cette dimension narrative. Donc il y aura une double question. D'abord, est-ce que vous considérez que votre travail de compositeur est aussi un travail narratif, raconter une histoire en musique? Et la deuxième question, c'est que parfois, votre travail n'est pas d'être collé à l'image. Alors il y a la musique jouée par les personnages, mais il y a aussi cette musique qui est comme un parfum du film, qui même parfois est en décalage par rapport à l'image. First Man, par exemple, il y a l'héroïsme des premiers pas sur la Lune, mais la musique ne joue pas l'héroïsme. Notamment Babylone, il y a cette fureur de la fête dans Babylone, et la musique est douce et mélancolique. Donc il y a vraiment ce discours musical qui parfois même s'oppose à l'image.
qui nous plaisent ou que ce soit nous dans nos intentions. Avec Damien, ça facilite grandement la composition parce qu'on a plutôt tendance à apprécier les compositions, les bandes-sons de films qui ont vraiment quelques thèmes qui vont être des thèmes qui vont être retravaillés, donc quelques mélodies comme ça qui vont revenir. En général, on voit qu'on en a une qui est vraiment très centrale, une deuxième, parfois une troisième qui peut être attachée à une autre branche de l'histoire ou alors un personnage en particulier. Et c'est vrai que c'était quelque chose j'ai l'impression qu'on retrouve davantage dans des compositions plus classiques, mais c'est encore comme ça, en tout cas pour nous, qu'on aime travailler. Et ce qu'on apprécie particulièrement, c'est quand on a comme ça réussi à identifier les différents thèmes, c'est de les infuser vraiment de toute leur valeur, de tout le propos en fait. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus facile en fait avec un film musical, une comédie musicale, de faire venir et revenir et comme de reconvoquer les chansons, de jouer avec, de les rechanger, parce qu'elles sont en elles-mêmes déjà tellement fortes et porteuses, alors que quand on essaye de travailler avec la musique ou la mélodie, sur une part instrumentale, ce qui est intéressant, c'est d'essayer d'arriver à trouver des manières de les charger très rapidement de sens pour que quand elles reviennent, elles nous indiquent de quoi il s'agit. Et dans First Man, c'est un très bon exemple parce qu'en fait, on a comme ça à peu près 3 thèmes principaux. Le thème de Karen, la petite fille, le thème qui est plus associé à l'environnement de la NASA, au travail, au mindset dans lequel se trouve le personnage principal, et puis un thème plutôt à la harpe, qui est vraiment plus le thème de la famille au sens large. Et puis, en fait, parfois, on les convoque séparément, on les combine, on les fait venir ensemble, différemment, et puis on a ce moment, voilà, la scène d'arrivée sur la Lune, qui est une scène où, en fait, finalement, le propos de la bande-son, ce n'est pas du tout de représenter l'immensité, la puissance de ce moment, mais c'est au contraire de refléter l'intériorité, l'émotion intérieure du personnage de Neil, parce que à ce moment-là, ce qui le traverse, lui, c'est encore ce deuil, cette perte, et ça n'a rien à voir finalement avec ce propos de simplement, oui, mettre un pas, faire les premiers pas, mais lui, son esprit est ailleurs, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on va revoir le thème de Karen revenir, qui a un clin d'œil au bracelet, et dans cette première... dans cette première mélodie, on l'a vu d'une manière extrêmement simple apparaître au début du film, et puis ensuite on lui a rajouté cette espèce de version très lancinante avec les thérémines qui a une vocalise presque en fait une tonalité très électronique mais vocale de ce morceau-là, et qui rajoute encore dans ce moment autre chose qui vient enrichir, mais parce qu'on a déjà injecté énormément de valeur et de propos dans cette première mélodie, quand elle revient, on comprend sa progression. Le jazz est fortement présent dans votre collaboration avec Damien, et dans l'histoire du cinéma, il n'y a pas un autre style musical qui a à ce point une histoire avec le cinéma. Évidemment, Michel Legrand chez Jacques Demy est une référence pour votre collaboration. Il vient du jazz, Michel Legrand. John Williams, on le connaît symphonique avec Star Wars, mais il était pianiste de jazz au début. Comment vous expliquez comment le profil jazz des compositeurs les amène ensuite à faire de la musique de film? Peut-être que ce travail de mélodie qui vient du jazz, de décliner des mélodies, et peut-être aussi, on le retrouve dans votre travail avec Damien, c'est le choix d'avoir des solistes. Un instrument, une guitare, une flûte, une harpe, mélangés avec l'orchestre. I guess it depends on what you mean by jazz. I don't think I have any jazz scores. I don't think any of my scores are jazz scores. I think they have... So our movies have some jazz in them. La La Land has some scenes at the jazz club where I had to write some jazz. Whiplash obviously has some jazz, that's performed in the movie. But when it comes to the actual scores, I haven't really written any jazz for that. I would say, again, coming back to Michel Legrand being a huge inspiration, what I loved so much about his music, or what I found so inspiring, was the way that he fused a jazz rhythm section to a big, lush orchestra, and how you had this sort of core of jazz musicians that were surrounded by orchestration, which is, the orchestration is all written on the page, every note's written on the page, and then for the rhythm section, piano, drums, bass, guitar, they have charts that are the type of charts jazz players get, which is chord changes, some slashes, and some chord changes, which means that it gives them leeway to play their own chords, and they're playing within, there are definitely parameters. They're playing the chords that are written, they're playing
sometimes the top line, the melody's there, but they get to color underneath it. And so when you think about a lot of my stuff in La La Land, like the way Another Day of Sun is put together, it's an orchestration for a 95-piece orchestra, from piccolo down through the flutes and the oboes and the clarinets, all the way down to the violins, violas, cellos, basses. And within that, within those 95 musicians, you have piano, bass, drums, guitar, maybe some hand percussion that are charted, again, like Michel did it, where it's more like jazz, so they have slashes and chord changes, and they get to color it in, and then the drummers, sort of groove. He had maybe a groove dictated, but exactly when he hits the snare, and exactly when he opens the hi-hat, and exactly when he hits the crash, and the types of fills he does on the toms going into a new section, those are his choices. And that's so exciting. That's such an exciting way to make music, I think, because the players will add things and create things that you never would have thought to write. And so there is this part of it coming alive in a way that that is new and better than you would have ever written for them. But so much of the rest of the orchestra, all of the rest of the orchestration is on the page. And also, like, I would say my style of orchestration, which is also, inspired by these other great composers like Michel Legrand, it's an especially precise style of orchestration. Say the way I write for the woodwinds and the brass and all the rest of it, and the strings and all the rest of the instruments in the orchestra, not only is it all on the page, but it's very, very precise, the way that the instruments are in dialogue with each other, talking to each other, handing off to each other, harmonizing with each other. It's also very inspired by Bach. I studied counterpoint in college. I studied the fugues and the things, and learning how to create textures where it's all a lot of different layers of the music kind of talking to each other. So you have the very precise and the improvised all happening at the same time, and that creates a sort of magic. And in some way, it's kind of like, I'm just trying to think back to the question that was so long ago that this question was asked, but something about movie making and how this jazz fits movies. And I was just thinking when I was hearing that about how movies themselves, I think, often have this written and not written. It depends on the filmmaker. Some filmmakers insist that the actors say the words down to the punctuation, don't change anything. But I think most filmmakers, and including Damien, will open up, moments where the actors will improvise. So there are moments where Brian and Emma are bantering and making it their own, but obviously so much of that screenplay is what Damien wrote at his computer, but then there's definitely moments where the actors are again, making it their own. So it has that very, very written, but sometimes leeway to improvise and to make it new and to make it fresh. And that's, again, like the way a lot of these pieces are orchestrated in something like La La Land. Je pense que ça dépend vraiment de la définition du jazz que vous utilisez, parce que j'ai pas l'impression d'avoir écrit ou composé du jazz. Je sais qu'il y a du jazz qui apparaît dans ma composition, dans mes bandes son, dans mes bandes originales. Il y a des scènes comme la scène du club de jazz dans La La Land où je me suis retrouvée à écrire du jazz. Mais c'est vrai que moi, je n'ai pas l'impression d'écrire de la musique, du jazz. En tout cas, c'est vrai que c'est une vraie influence, encore une fois, du travail de Michel Legrand qui arrive à fusionner et faire collaborer comme ça le travail d'une partie rythmique de l'orchestre, de généralement la partie rythmique qui va être plus la section piano, guitare, batterie, qui va être vraiment la partie jazz d'une certaine manière, et un orchestre beaucoup plus classique qui lui va suivre les notes et la partition. Tandis que la partie plus rythmique, là, va recevoir peut-être une partition, une page dans laquelle il va y avoir des propositions, des changements, des astérix, des possibilités de modifier certains accords, quelque chose qui permette en fait à cette partie-là de l'orchestre ou des musiciens d'ajouter aussi une partie de la coloration de leur propre tonalité. Et c'est quelque chose qui, je pense, se ressent et même avec les directions mélodiques globales,
C'est dans ces moments-là qu'en fait on voit la magie se produire, et c'était le cas par exemple pour Another Day of Sun, où on a quand même une composition qui est écrite pour un orchestre de 95 musiciens et musiciennes. Dans ces 95 musiciens et musiciennes, j'ai dû penser à tous les instruments, absolument tous, et je ne referai pas la liste. Et en fait, je ne peux pas penser non plus uniquement qu'à eux, et ce qui est intéressant, c'est tout ce que je peux laisser aussi faire et advenir au moment où je donne à la partie jazz, à la partie rythme, par exemple à la partie batterie ou à la partie percussive, le choix, le levier de faire intervenir leurs propres ajouts, leurs propres improvisations, et c'est ça qui devient vraiment incroyable, parce que là, il apparaît une musique que j'aurais jamais pensé écrire de cette manière-là, tout en ayant d'ailleurs une manière d'écrire de la musique orchestrale très précise. Et ça vient plus de ma formation à moi, ou la manière dont j'écris, tout ce qui est, par exemple, les cuivres, des choses comme ça. Je vais avoir une vraie écriture harmonique qui pense à la question des calques, des couches, des dialogues, des allers-retours entre les différents instruments, et qui vient de ma propre formation avec l'étude de Bach, des contrepoints, des fugues, des choses comme ça. Donc ma manière de travailler, c'est aussi d'ajouter, de faire dialoguer des écritures extrêmement précises et des écritures plus jazz, plus improvisées. Et je pense, pour revenir à cette question, que le jazz ressemble aussi quelque part un peu au fait de faire des films. Parce que dans les films aussi, enfin en fonction des réalisateurs, mais en tout cas dans le cas de Damien, il y a la possibilité comme ça d'aller ajouter des choses qui ne sont pas toujours écrites. Et même si ce que vous voyez à l'écran est généralement une grande majorité de ce qui a déjà été rédigé, écrit, imaginé par le réalisateur, on a aussi des moments où des répétitions, des choses d'improvisation, des moments où Ryan et Emma vont pouvoir comme ça faire des allers-retours et dialoguer, et voir s'il y a quelque chose de plus frais, plus neuf, ou en tout cas un peu différent, qui leur donne ce levier d'improvisation comme peut-être le jazz nous donne dans la musique. Bah super, parce que j'avais eu normalement une dernière question, mais vous venez d'y répondre, puisque en fait je voulais nuancer le fait que vous êtes jazz. J'évoquais le jazz, mais ensuite je voulais vous parler d'orchestration et de Jean-Sébastien Bach, et vous venez de l'évoquer, donc c'est très très bien, et on parlerait encore des heures évidemment avec vous de la musique de film, ce travail que vous faites à merveille. Mais le film, Whiplash, avec ce personnage sur sa patrie, on va l'apprécier tout de suite. Merci Justin Hurwitz de nous avoir fait l'honneur de votre présence avec ce ciné-concert hier et cette rencontre. Merci à vous.